cette méditation. Thank you very much. You've given us much light. Thank you so much. It was so quiet, so peaceful and so energetic at the same time. You came especially from New York for this evening, and we have much gratitude for you. For the water, I will come from heavens. Thank you. Thank you. Yacine, bonsoir. Bonsoir. Tu as ouvert pratiquement cette journée avec Elix, qu'on retrouve ici autour de la Terre. Et ce qu'on s'est dit, c'est avant de partir dans l'espace, puisqu'on a eu à 11h, je ne sais pas qui était parmi vous qui était là à 11h ce matin quand on a fait l'Overview Effect. Bon, bravo. Vous allez être les champions des 24 heures de méditation. Donc, on vous restez avec nous jusqu'au bout. Yacine, pendant toute la journée, donc c'était une séquence dont on va reparler dans quelques instants avec Jean-François Clairvoy, qui était plusieurs fois dans la navette spatiale de la NASA. Yacine, pendant toute la journée, Elix s'est baladé dans la salle, Elix a regardé, a écouté tout ce qui se passait. Alors, est-ce qu'on peut voir quelques images on va faire en quelque sorte une rétrospective de la journée avec toi. Comment est-ce que tu as ressenti cette journée, Yacine ? Et ici sur place, alors il y a des gens qui nous voient sur les réseaux, et ici sur place au Rex, une ambiance vraiment très, très particulière, avec un temps qui semble suspendu. Alors ces deux yeux qui nous regardent depuis tout à l'heure. Waouh! Ça c'est magique, ça c'est aussi l'Overview Effect. Voilà. Non, ce ne sont pas ces slides-là, donc, ce sont les dessins faits aujourd'hui. Les dessins live, voilà. Donc Elix est venu se superposer aux différents moments de la journée pour montrer l'invisible, hein, c'est une de ses spécialités, de tout ce qu'on a ressenti en étant ici, de toute cette atmosphère très particulière, avec à la fois cette lumière, ces interventions, ce temps suspendu qui nous donnait un petit peu le sentiment d'être au fond de l'océan, ou en tout cas dans un... C'est toujours pas ça, mais on va y arriver. C'est toujours pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que vous pouvez les voir sur la régie, sur Twitter. Pour choisir que la bonne série, c'est celle que tu as envoyée tout au long de la journée, et qui ont été publiées aussi sur les réseaux sociaux tout au long de la journée, avec ces différentes scènes. Donc aussi sur les, vous savez, l'océan, c'est un des objectifs de développement durable, le 14e pour être précis. Pardon, excuse-moi de passer derrière toi. Non, je t'en prie. Je voulais qu'on en profite quand même. Oui. Alors, donc si je comprends bien, la régie peut me confirmer, on n'aura pas les images de la scène, c'est ça ? Et on les diffuse tout à l'heure ? Peut-être tout à l'heure, oui. Et ça, nous y sommes là. Non, ça c'était sur le plateau de Ushuaïa Télé, de nos amis de Ushuaïa Télé, et c'est toujours pas ça. D'accord, ok. C'est à la suite de ça, donc là tu étais dans... En fait, ça c'est une série d'images que j'ai faites pour le calendrier officiel de la COP 21 en décembre dernier. Et en fait, les délégués du monde entier sont repartis avec Elix dans leur bagage. 20 000 délégués qui sont partis avec ces images. L'avantage de ces images, c'est que l'avantage du calendrier, c'est qu'on vit avec ces images tout au long de l'année. Chaque mois représentait une thématique. Donc l'océan, évidemment, était une des thématiques principales. Les énergies renouvelables, etc. Alors, Elix va bientôt nous emmener dans ces objectifs de développement durable qui sont un programme politique partagé par tous les États du monde. Et en octobre, Elix va s'adresser aux enfants de 8 à 14 ans dans une aventure assez incroyable. Tu peux nous en dire 2-3 mots ? Effectivement, donc les objectifs de développement durable ont été signés en septembre 2015 à New York par l'ensemble des États membres des Nations Unies. On ne les connaît pas encore suffisamment assez
Et c'est une boîte à outils absolument formidable, puisqu'il y a 17 objectifs extrêmement ambitieux qui partent de la fin de la pauvreté, résolution, en tout cas l'action sur le changement climatique, l'égalité entre les sexes, enfin 17 qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Et Elix en est devenu un ambassadeur avec toute une série de projets autour de cette promotion qui devient vraiment une boîte à outils citoyenne pour à la fois faire pression sur les États, mais de manière apartisane, puisque encore une fois, ce sont les États qui ont signé. Voilà, ça c'est le 5e rêve qu'on a vu tout à l'heure, les différents moments, les différentes séquences. Donc ces objectifs de développement durable, qui contiennent les océans, qui est le 14e, la protection des océans, sont en fait la base de toute une série d'actions et de projets. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est également extrêmement transdisciplinaire. On ne peut pas s'adresser, on ne peut pas parler de pauvreté sans régler les questions d'égalité entre les sexes. Tout ça va se raconter dans un livre. Il y a un livre qui va sortir pour les adolescents, effectivement, et qui va être un voyage dans un futur positif et qui vont effectivement être émaillés de ces objectifs, puisque l'objectif final, l'année de résolution, c'est 2030, donc c'est demain, c'est dans 14 ans. C'est-à-dire que nos enfants d'aujourd'hui seront de tout jeunes adultes, et c'est vraiment un objectif, une perspective qui sont à la fois extrêmement optimistes, ambitieuses et atteignables. Et le livre s'appellera ? Le livre s'appellera « Bienvenue dans ton monde ». Merci Yacine, merci pour ces merveilleux souvenirs qui circulent maintenant dans le monde entier. Avec plaisir, ça va continuer à tourner. Voilà, nous partons maintenant dans l'espace avec nos invités, Jean-François Clairvoy, qui est un des humains qui a eu la chance de quitter la Terre. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, 3 fois, vous avez eu la chance j'ai eu la chance quitter de voler 3 fois une dizaine de jours autour de la Terre en orbite basse. Et je voudrais en quelques minutes vous passer le message de ce que l'on ressent spontanément, sans réfléchir, juste émotionnellement, sensoriellement, quand on regarde la Terre depuis l'espace. L'océan est très, très vaste, il est très beau, il est fragilisé. On voit d'une façon évidente que les humains dépendent de l'eau. Et ça nous pousse à nous engager auprès d'associations, d'organisations de protection de l'océan. Donc on peut mettre la première, voilà 2 écosystèmes. Une station qui est appelée Monde en russe, c'est la station Mir qui veut dire monde, et la planète. Et la planète nous apparaît, quand on la regarde depuis l'espace, comme un vaisseau spatial. La suivante. Ce que ne peuvent pas faire les satellites automatiques, parce qu'ils ne sont pas programmés pour ça, c'est regarder le reflet du soleil sur l'océan. C'est une direction qu'on évite pour les satellites automatiques, mais on adore regarder l'océan. Ici, vous avez les Tuamotu. On voit sur un très grand, large champ, puisqu'on voit 2500 km à la ronde. La suivante. Là, vous voyez, par exemple, grâce au reflet du soleil, on observe les vortex. On arrive très bien à l'œil nu de voir les lignes qui séparent les courants, les masses de températures différentes, de salinité différentes, et qui permettent de voir aussi les effets du fond marin. La suivante, c'est très beau. Ici, vous avez l'éclosion de phytoplancton dans l'océan Arctique. Toutes ces variétés de turquoise nous donnent des larmes aux yeux. La suivante. Vous voyez ici une tempête de sable qui envoie du sable vers l'océan Atlantique. Au passage, on voit le télescope spatial Hubble, qui était l'objectif de ma 3e mission. Oui, vous avez fait partie de l'équipage qui a réparé Hubble. Voilà, qui a réparé le télescope. Vous voyez sur cette photo de prise de nuit, à l'évidence que les humains ont besoin d'eau. Tous les Égyptiens vivent sur le Nil, le delta du Nil. Les villes les plus importantes, les densités de lumière les plus importantes sont le long des côtes et des rivières. Et au passage, ça nous montre qu'on a besoin d'énergie aussi pour le confort. La suivante. Encore ici, une photo du Japon. Donc ça vous donne la couleur du béton vu de l'espace. Vous voyez ces agglomérations de masse grise, la baie d'Osaka, et qui sont vraiment collées aux côtes. Encore une fois, l'océan, il est non seulement... on le voit depuis l'espace comme un système de contrôle de l'environnement et support vie. C'est comme ça qu'on l'appelle dans notre vaisseau spatial. Le système qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule la température, le cycle de l'eau et qui nous nourrit. Et c'est l'océan qui nourrit la moitié des personnes. Voilà, celle-ci, c'est pour vous montrer comment la déforestation qui a lieu à gauche, dans les terres,
détruit la biodiversité dans l'océan. Là où on retire les arbres des forêts tropicales, les racines ne sont plus là pour retenir les sédiments. Il y a la première pluie diluvienne. Tous les sédiments saturent la rivière qui, au lieu d'être bleu foncé comme en bas, est remplie de sédiments. Et on perd non seulement 80% de la biodiversité vivante de la forêt, mais aussi à plusieurs kilomètres à la ronde à l'estuaire. Donc la protection des océans commence à la source des rivières. La suivante. Donc je parraine une association. Jean-François, oui. N'allons pas trop vite, Oui. Parce que revenons à l'image précédente. Donc vous avez eu la chance de faire des centaines de tours de terre. Oui, environ 500 tours du monde, oui. Un des ambassadeurs de l'humanité là-haut. Alors quand on parlait ce matin avec Jean-Pierre Gou et son ami Michael qui nous ont présenté cet overview effect. En fait, est-ce que ça change quelque chose dans la vie d'un humain que de revenir sur Terre après avoir fait ces tours de Terre? Moi, je le vois surtout comme un enrichissement par l'expérience personnelle, le luxe que j'ai à tout moment de fermer les yeux et de pouvoir faire revenir à mon conscient des images que j'ai en mémoire, des émotions partagées avec des collègues en mémoire, des photos, des sites magnifiques que j'ai vus. J'ai vu aussi la Terre puissante comme être géologique, minéral, avec des volcans qui rentrent en éruption, des ouragans. Donc ça nous rend très humbles et on s'aperçoit qu'on est tout petit, mais ce qui est le plus frappant, c'est quand on regarde à l'horizon. On ne voit pas l'horizon sur cette photo, mais quand on regarde à l'horizon l'atmosphère sur la tranche, on peut sans doute reprendre une des photos précédentes, environ 2500 km à la ronde de distance, on s'aperçoit que la couche de gaz qui nous fait vivre est extrêmement mince. Cette photo est prise avec une focale qui vous donne la même impression que si vous étiez, vous, collé au hublot du vaisseau spatial. Regardez l'épaisseur de l'atmosphère à l'horizon, on ne le voit même pas. C'est extrêmement fin. Et là, on se dit, mais notre vie tient vraiment pas à grand-chose. Cette épaisseur de l'atmosphère, environ quelques dizaines de kilomètres, à l'échelle de la planète, c'est du papier de cigarette. C'est extrêmement fin. Donc, ça nous fait prendre compte de la fragilité du vivant. Pas tellement de la Terre quand on la voit avec ses éruptions volcaniques, des panaches qu'on voit à plus de 2000 km ou des ouragans. Et quand on repose le pied sur Terre, alors qu'est-ce qu'on a envie de faire? Alors, tous les astronautes se sentent le devoir de témoigner, de rendre compte et de s'engager auprès d'organisations qui agissent pour la protection du vivant sur Terre, de l'atmosphère et donc des océans. Et vous-même, vous avez fait le choix d'une association que vous soutenez? Cette association s'appelle Temana Otemoana, que je parraine aux côtés d'un collègue astronaute américain vétérinaire. Ça veut dire l'esprit de l'océan, et qui a 3 grands domaines d'action: la recherche, la conservation et l'éducation. Donc acquérir des connaissances sur l'océan, les transmettre aux jeunes pour leur faire comprendre qu'il est très important, surtout en Polynésie, et puis lorsqu'on peut agir. Donc c'est aussi une association qui est cofondatrice du réseau Océan Mondial, dont je suis aussi ambassadeur, un réseau océan qui rassemble des centaines d'organisations à travers le monde qui œuvrent pour les océans et qui ont œuvré à travers le monde il y a quelques jours lors de la Journée mondiale des océans. Alors, on va accueillir maintenant sur scène Nathalie Meuzy, qui est responsable de l'Agence spatiale européenne du développement durable. Bonsoir Nathalie. Fernando Rodriguez Pereira, qui lui vient de Porto. Il est venu spécialement de Porto et il pourra s'exprimer en français. Bonsoir Fernando. Et Hélène Lebert, qui est éthologue et qui vient de passer 14 mois dans l'île d'Amsterdam. L'île d'Amsterdam n'étant pas située aux Pays-Bas, mais se trouvant dans les terres australes. Bonsoir Hélène, les terres australes françaises, et vous avez des choses à nous raconter sur cette aventure. C'est un peu comme partir sur une autre planète, j'imagine, que de se retrouver sur l'île d'Amsterdam. On va en parler dans quelques instants. Alors Nathalie, vous faites partie des personnes de l'Agence spatiale européenne qui restent sur Terre pendant que d'autres ont la possibilité de monter. Ça demande toute une organisation. L'Agence spatiale, c'est des astronautes comme Jean-François, mais c'est aussi d'autres missions. Et tout à l'heure, on a parlé du besoin de connaissances. On a notamment eu Patricia Ricard qui nous a rappelé l'importance de la compréhension de ce qui est en train de se passer dans cet écosystème. Alors dites-nous aujourd'hui, là en 2016, que fait-on dans l'espace qui serve à comprendre ce qui se passe dans les océans? Eh bien, la connaissance s'acquiert par nos programmes, nos missions qui ont pour vocation d'observer la Terre principalement. Et en observant la Terre, bien entendu, on observe... Je recommence ? Non, d'accord.
En observant la Terre, on va immanquablement observer les océans. Alors, quand on observe la Terre, on a des missions à vocation scientifique qu'on appelle les Earth Explorers. Ce sont des missions qui explorent justement la Terre à des fins scientifiques, et puis d'autres missions à vocation de nature plus service aux citoyens. Alors là, j'aimerais parler plus précisément des missions à vocation scientifique, parce que ces missions vont nous permettre d'observer tous les éléments constitutifs de la planète Terre dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la nature sous toutes ses formes, les sols, les forêts, mais aussi l'eau dans tous ses états. Alors, l'eau, il y a bien entendu les océans. On a des missions qui vont s'occuper de mesurer la salinité, la nature des vagues des océans, les différences de couleurs, les variables de couleurs qui sont représentatives de la santé des océans. Qu'est-ce qu'on a encore? Les vents là, aussi, les courants, etc. Les images de l'Overview Effect qui nous ont été présentées ce matin, on les revoit maintenant. Donc tout ça est pris par un satellite américain qui se trouve au point Lagrange. Presque dans sa globalité et sur fond noir vide du cosmos, parce qu'on ne voit pas les étoiles depuis l'espace quand on est dans un vaisseau spatial, fait prendre conscience que c'est un vaisseau spatial. Et cette idée de voir la Terre comme un vaisseau spatial finit limité en ressources. Nous sommes tous membres d'équipage de ce vaisseau spatial. C'est le concept de l'Overview Effect avec des émotions, des sensations extraordinaires, et je vous dis même l'émotion au point de nous faire pleurer, d'admirer la beauté de la Terre. Elle est belle parce qu'elle abrite la vie et qu'elle nous fait voir un panorama de couleurs contrastées, variées, extraordinaires. Et donc tout ça, il y a la beauté, il y a ce côté extrêmement touchant, et puis il y a la question de la science et de l'information. C'est des mesures scientifiques vraiment très très pointues, et qui vont l'être de plus en plus, parce que l'Agence spatiale européenne a déjà commencé à lancer un programme qui s'appelle Copernicus, avec des satellites sentinelles de l'environnement, et pour les citoyens aussi, qui vont arriver à avoir des mesures extrêmement fines afin de pouvoir assurer non seulement l'analyse des données, mais aussi des actions plus fines et plus responsables, espérons-le. Et ces données sont aujourd'hui disponibles pour des centaines de milliers de scientifiques dans le monde entier. Ce n'est pas réservé à l'Europe? Non. Alors, ces données seront effectivement données non seulement à la communauté scientifique, mais à tout citoyen qui pourrait en avoir besoin. Et oui, on peut rajouter pour un chiffre, c'est que sur les 50 paramètres qu'on définit le GIEC comme paramètres permettant de caractériser le climat, il y en a 26, plus de la moitié, qui viennent exclusivement de données de satellites scientifiques étudiant la Terre pour savoir comment elle fonctionne. Et les autres données sont des mixtes entre données satellites et données in situ par des sondes et des capteurs terrestres. Et donc, on sent bien que cet espace-là est aujourd'hui au service de la connaissance. Et vous-même, Nathalie, vous êtes engagée à titre personnel dans des réflexions sur les biens communs, notamment. C'est quelque chose qui vous touche. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes avec Fernando également ici. Absolument. Dans une aventure qui est en train de se créer, qui s'appelle la Maison commune de l'humanité. Oui. Alors, je laisserai bientôt Fernando en parler, bien entendu, mais donc il y a deux projets connexes, je dirais. Il y a un livre qui s'appelle le Safe Operating System Treaty, qui aura pour vocation SOS Treaty, qui aura pour vocation de protéger la Terre comme système, à la fois système chimique, biologique, et lui donner une valeur juridique sans frontières, je dirais, avec tous ces éléments constitutifs. Alors, on va rentrer dans ce détail-là, mais déjà le simple fait d'imaginer un traité de l'operating system de la Terre, c'est de se dire que la Terre est un système de vie, et on le reconnaît comme tel, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Tout à fait, c'est une première. Et Fernando, cette idée de la maison commune de l'humanité, si j'ai bien compris le travail que vous menez, c'est l'idée d'initier une démarche qui vise à changer complètement le système juridique international. Alors dites-nous un peu plus sur ce que vous cherchez à produire pour pouvoir préserver l'humanité et la Terre. Oui,
On veut que le système juridique mondial reconnaisse le système terrestre comme une entité juridique. Ça, c'est une faute qui, par exemple, dans tous les traités internationaux, dans tous les préambules, on parle d'un système global, mais après, quand on lit le texte jusqu'au bout, on ne voit plus le système terrestre comme une entité juridique. En fait, le paradoxe, c'est que tout ce dont on parle, c'est bien la Terre qu'on est en train de voir là. Et tous les traités ne sont que des traités qui engagent État par État dans des systèmes finalement extrêmement peu contraignants par les États. Et ce que vous voulez changer, c'est ça. Oui, et le système terrestre est peut-être le seul héritage commun de l'humanité. Alors, il faut le construire comme une entité juridique pour avancer un petit peu et changer quelque chose des paradigmes économiques, juridiques, politiques, scientifiques même. Et on veut faire ça avec tout le monde. Mais votre idée, c'est d'aller jusqu'au bout et de pouvoir attaquer en justice des États qui mettraient en péril l'équilibre global. C'est bien jusque-là que vous voulez aller quand vous dites... On ne veut pas marcher tout seul, on veut marcher avec la communauté scientifique, les citoyens, les organisations, les États, les villes, et on veut créer un réseau avec tout le monde pour Et ça va se passer comment, ça, Nathalie ? Alors, ce réseau, finalement, il va démarrer avec la constitution de cette association de maisons communes de l'humanité qui va démarrer à Porto d'ici la fin de l'année, le 11 juillet, plus tôt que prévu. Et puis, ça sera le début d'un réseau tout autour du monde qui portera les mêmes valeurs. Donc, si les personnes ici, si les personnes qui nous suivent sur Internet souhaitent rentrer dans ce réseau et mener des réflexions sur le changement du système, on peut se connecter à Common Home of Humanity. On lancera le livre ici à Paris peut-être en octobre. Oui. Et après ça, on aura un website pour tout le monde s'inscrire et travailler avec nous. Merci beaucoup, Fernando. Merci Nathalie. Merci Jean-François. Restez une minute encore ou quelques minutes sur scène. On est passé plusieurs fois pratiquement à hauteur de l'île d'Amsterdam où vous étiez, Hélène. Tout à fait. Alors, comment on fait pour arriver là, sur cette île d'Amsterdam, dans l'hémisphère sud ? Alors, c'est un sacré périple, parce qu'en fait, pour ma part, je partais de Bretagne, donc je suis arrivée jusqu'à Paris, jusque-là, c'était facile. Puis en fait, après, j'ai pris un avion jusqu'à La Réunion, et à partir de l'île de La Réunion, en fait, un bateau, le Marion Dufresne, nous embarque jusqu'à l'île d'Amsterdam. Et vous êtes resté là 14 mois. Voilà, en fait, 12 mois sur place, puis après avec le bateau, parce qu'on met 3 semaines en fait à accéder à l'île d'Amsterdam. Donc j'ai mis en tout 14 mois effectivement à rentrer chez moi. Donc vous êtes éthologue, voilà. Vous vous intéressez au comportement des animaux, et ces 14 mois là-bas vous ont appris quoi ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Alors, ce qui m'a frappé vraiment en tout premier, c'est là de travailler avec des espèces fabuleuses qui en fait ne sont que là-bas. Donc, j'ai découvert vraiment ces espèces là-bas. Et en fait, c'est l'impact en fait que pouvaient avoir les déchets, par exemple, sur toute la zone d'étude des otaries. Donc, on a ramassé énormément de déchets avec toute l'équipe. Donc, on était une vingtaine sur l'île. Et on a ramassé plusieurs fois des déchets, des filets, et j'ai trouvé des otaries, comme on appelle, cerclés, en fait, dans des filets, c'est-à-dire complètement bloqués, étranglés dans des filets. On va voir après une ou deux photos là-dessus. Et en fait, donc c'était de se rendre compte de l'impact. Donc c'est l'île la plus isolée du monde, et de se rendre compte de l'impact des déchets qu'il pouvait y avoir complètement à l'autre bout du monde. Et c'était en même temps désespérant, et en même temps, ça donnait vraiment envie de faire quelque chose de plus fort, quoi. Sur le système global. Donc la question des déchets et ces animaux, est-ce qu'ils vous ont donné d'autres messages Alors c'est vraiment une étude sur le long terme, et c'est vrai que donc qui a lieu sur les îles de Crozet, Kerguelen, Amsterdam, et aussi sur l'Antarctique. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces espèces-là subissent toutes à plus ou moins grande valeur, on va dire, subissent toutes le réchauffement climatique. En fait, le réchauffement climatique qui touche effectivement les courants marins, les courants d'air,
et du coup qui touche absolument toutes les espèces. Et vous le constatez, en 14 mois là-bas, vous faites des constats, vous voyez l'impact? C'est difficile de voir directement l'impact sur place, c'est vraiment l'étude, en fait la plupart, les études ont commencé pour les plus jeunes il y a 20 ans, donc là il y en a certaines qui ont plus de 60 ans, et donc c'est vraiment avec ce recul-là qu'on arrive à comprendre et à même faire des prédictions sur la survie des espèces dans ces terres australes. Bien, merci beaucoup de nous amener ce témoignage. Merci. On aimerait passer toute la soirée avec vous, tant il y a des choses à faire sur la maison commune de l'humanité, sur le rêve, sur l'Overview Effect. Merci beaucoup, et sur le sort des espèces. Mais ce qui ressort de toute la journée, c'est de voir ces liens entre la vie sur Terre et l'impact sur les océans. Et le fait qu'aujourd'hui, Paul Watson nous disait ce matin qu'il n'est pas trop tard. Tant qu'on est là, il est toujours temps d'agir, mais on sent quand même que la sonnette d'alarme est quand même assourdissante, et très assourdissante. Merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Nous allons rester dans l'espace avec des images absolument superbes et une voix qui l'est tout autant. Je me retire 30 secondes et je reviens. Vent d'amour, la porte de ces belles terres qui sont en danger. À la main, on met un pied. On peut mettre un pied, hein. Oui, c'est ça. Ouais, avec un pied. Voilà, il faut toujours le prendre comme une chance de pratiquer la méditation pendant quelques minutes. Et Catherine Alonso va nous rejoindre. Je vous demande de l'accueillir et d'accueillir ses chants. Elle a préparé 2 chants pour nous aujourd'hui. Et je propose qu'on lance les images, qu'on parte dans l'espace. Catherine, si vous voulez bien. Caroline Alonso. Je voudrais bien m'excuser. Il y a quelques heures de fatigue. Excusez-moi, Caroline. Le micro va arriver. Alors dites-nous, vous avez répondu immédiatement à notre appel? Avec un grand bonheur, avec une immense joie. C'est un privilège et avec des images d'une telle beauté, on est transcendé. Enfin, je suis dans